Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes ensemble, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition en ce début de semaine. Retour sur les élections présidentielles. Vous l'avez suivi, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouveront pour la deuxième fois consécutive au deuxième tour. Nous analyserons tout cela, que ce soit les résultats en France, mais également plus précisément dans les Alpes-Maritimes, avec le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, Denis Carreau. Les résultats également sportifs du week-end avec un carton plein pour la principauté, que ce soit en foot, en F1 ou en basket. Retour sur le concert qui s'est déroulé vendredi à l'Auditorium Régnier 3. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, a accueilli une pianiste particulièrement appréciée par les mélomanes, Marina Joao Pires. Et enfin, une pro du coaching sportif nous donnera quelques conseils, plus généralement sur notre hygiène de vie à une période où beaucoup d'entre nous commençons au printemps un régime. On se remet également à refaire du sport pour être en forme en maillot de bain cet été. Marina Bordet nous donnera de précieux conseils. Encore un week-end glorieux pour le sport monégasque avec 3 très belles victoires et c'est avec Yannick Debever que l'on va développer tout cela. Bonsoir. Charles Leclerc s'envole en tête dans le championnat de F1. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. C'est même un grand chelem réalisé par Charles Leclerc ce week-end à Melbourne. La pole position, toute la course passée en tête, le meilleur tour et puis évidemment la victoire au bout du Grand Prix d'Australie. Il s'agit de son deuxième succès en 3 courses et vous l'avez dit, le monégasque s'envole au classement des pilotes. L'abandon de Verstappen pour problème moteur lui permet de compter 34 points d'avance sur son dauphin qui s'appelle désormais George Russell, 3e à Melbourne. La Roca Team enchaîne une 13e victoire sur les 14 derniers matchs. Ce dimanche, c'est le Portel qui a subi la loi des Monégasques très en forme ces dernières semaines. La Roca Team a mené tout le match pour s'imposer 82-70 et glaner une 20e victoire en championnat de France. Mike James a été désigné homme du match grâce à ses 14 points et 9 passes décisives. Monaco pointe toujours à la seconde place de Betclic Elite derrière Boulogne-Levallois. Et puis du côté du foot, Monaco reste dans la course à l'Europe. Grâce à sa victoire 2-1 face à 3, l'AS Monaco revient à 2 points de la 4e place qualificative pour la Ligue Europa. Ce dimanche, au stade Louis II, Caio Henrique d'un superbe coup franc et puis Kevin Folland, au bout d'une superbe action collective, ont permis aux Rouges et Blancs de l'emporter et signer une 3e victoire de suite en championnat. Des bons résultats sportifs monégasques, on passe au résultat du premier tour des élections présidentielles. Vous le savez, comme il y a 5 ans, il y aura au deuxième tour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Avec nous pour décortiquer tout cela, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, Denis Carreau, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, votre analyse sur ce premier tour. À l'annonce des résultats à 20 h, on a tous eu un sentiment de déjà-vu, pas vous ? Oui, c'est effectivement c'est le titre de une de notre journal ce matin, un air de déjà-vu. Un match retour qui était annoncé de longue date. Cela fait des mois, voire des années qu'on nous annonce la revanche entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et c'est effectivement le scénario du second tour, alors avec une situation un peu différente, puisque Emmanuel Macron est un peu plus haut que ce que disaient les sondages dans la dernière ligne droite. Marine Le Pen obtient un score important aussi et la configuration est en tout cas très différente d'il y a 5 ans. Emmanuel Macron n'est plus le petit nouveau qu'il était en 2017. Marine Le Pen, on l'a vu, c'est en quelque sorte dédiabolisée. Son image a été tout fait pour ça, lissée et elle apparaît plus apaisée. Donc c'est un match qui, avec les mêmes acteurs, mais qui ne se présente pas de la même manière. Est-ce que la surprise, c'est finalement qu'il n'y ait pas eu de surprise? Parce qu'en règle générale, il y a toujours quelque chose auquel on ne s'attend pas. Là, finalement, ce sont les deux au premier tour dont on parlait, qu'on attendait. Sur les finalistes, effectivement, il n'y a pas eu de surprise. Ensuite, les surprises, il y en a dans les scores des autres, dans le score très haut de Jean-Luc Mélenchon qui talonne Marine Le Pen, dans le score très très faible de Valérie Pécresse et des Républicains, d'Anne Hidalgo et du Parti Socialiste aussi. C'est l'effondrement total des partis traditionnels. Imaginez, il y a 10 ans, en 2012, le PS et les Républicains totalisaient 56% des suffrages au premier tour. Aujourd'hui, ils dépassent à peine 6%.
C'est terrible. Comment est-ce que l'on explique ça? Quelles sont vos explications concernant cet effondrement des deux partis, j'ai envie de dire dinosaures, hein, c'est-à-dire le PS et les Républicains, vous l'avez très bien dit, qui habituellement au premier tour, il y a quelques années, raflaient tout pratiquement à eux deux? Il y a des raisons qui leur incombent. Pour les Républicains, il y a eu clairement un problème autour de l'incarnation et de la candidature de Valérie Pécresse. C'est un petit peu la même chose du côté d'Anne Hidalgo au Parti Socialiste. Ça n'a pas imprimé dès le départ. Et il y a des éléments qui sont liés à Emmanuel Macron, qui a poursuivi son entreprise de dynamitage des partis traditionnels qui ont totalement implosé. Et le résultat de ce premier tour le démontre et démontre que c'est allé très loin. Votre analyse également en ce qui concerne les Alpes-Maritimes par rapport au reste de la France. Il y a eu des différences, notamment Marine Le Pen qui arrive en tête. Alors Marine Le Pen arrive en tête, effectivement, avec un score de l'extrême droite très haut dans les Alpes-Maritimes. Si on additionne celui de Marine Le Pen, celui d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan, c'est 45% pour l'extrême droite. L'autre fait marquant, c'est le naufrage complet des Républicains. Valérie Pécresse, dans ce qui était une des plus grandes fédérations républicaines de France, dépasse à peine son score national. Elle est un peu plus de 5%. Et on le voit, une grande partie des électeurs de droite sont allés vers Emmanuel Macron et l'autre partie est allée sur Éric Zemmour qui obtient quasiment le double de son score national dans les Alpes-Maritimes. Et vous attendiez justement à ce que les Niçois suivent Christian Estrosi pour un vote vers Emmanuel Macron? C'est une demi-surprise, mais c'est une surprise quand même, parce qu'on voit que l'électorat traditionnel de la droite est totalement parti, il n'existe quasiment plus, alors que c'était un des départements où la droite était le plus haut, le plus fort, et on voit une nouvelle traduction de la guerre entre Éric Ciotti, qui était soutien de Valérie Pécresse, et Christian Estrosi, qui a depuis un moment basculé dans le camp d'Emmanuel Macron. Le deuxième tour, comment voyez-vous ce deuxième tour qui sera probablement beaucoup plus serré qu'il y a 5 ans? Oui, Emmanuel Macron le dit lui-même, rien n'est fait, rien n'est joué. Il serait monté très prudent lors de sa déclaration hier soir. Et là aussi, la configuration est totalement différente. Et on n'imagine pas un score conforme à celui de 2017. Emmanuel Macron avait obtenu 66%. Aujourd'hui, les sondages lui donnent entre 51 et 54%. Donc on voit que le match va être extrêmement serré, avec beaucoup de paramètres, et notamment les interrogations et les incertitudes sur les reports de voix des électeurs qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon, et ils sont nombreux, plus de 22%. C'est une des clés de ce scrutin et de cet entre-deux tours. Je le rappelle, vous êtes le directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. Merci pour cette analyse, Denis Caro. Merci. Nous allons parler à présent d'hologramme. D'ailleurs, il y a un lien avec les élections présidentielles puisqu'un des candidats utilisait ce procédé pendant sa campagne. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, une entreprise spécialisée dans les hologrammes a fait une halte à Monaco pendant quelques jours, il y a plusieurs semaines. La start-up Nomatia Network. L'objectif était de montrer comment utiliser ce procédé comme outil pour les entreprises de la principauté. Christina Thomel s'est entretenue avec un des responsables de la société. C'est une grande première, c'est la première fois que j'interviewe un hologramme. Comment allez-vous? Je suis très léger et je pourrais être n'importe où. Donc là, ce que vous voyez, c'est simplement une téléprésence holographique. Là, en ce moment, je suis près de vous, mais je pourrais être partout dans le monde. Il y a une simple connexion entre le point où je suis et le point où vous êtes, où il y a la structure holographique qui est faite à travers Internet. Et la structure reçoit mon signal audio-vidéo et grâce à une élaboration faite par un logiciel, j'apparais devant vous en hologramme grâce à la structure holographique que vous avez devant vous. À quoi peuvent servir les hologrammes? Nous les proposons et nous les utilisons dans tous les secteurs. Si on est dans du corporate, c'est une nouvelle façon de communiquer. Donc c'est, une nouvelle utilisation de la téléprésence qui est faite quotidiennement avec des ordinateurs, des écrans, etc. Dans d'autres cas, comme des spectacles par exemple,
on a la possibilité de faire beaucoup de choses parce qu'après, du fait que l'holographie est quelque chose qui est inséré dans la réalité, nous pouvons créer des interactions entre les choses réelles, les personnes réelles, et des personnes ou des choses qui sont holographiques. Et si de nombreuses entreprises sont en demande de cette nouvelle technologie, eh bien sachez qu'un Holomini est actuellement en cours de développement. Alors bientôt, vous pourrez, vous aussi, à la maison, avoir des hologrammes. Et ce n'est pas un hologramme, mais bien Yannick Debevert qui est de retour pour la suite de l'actualité en bref, avec une représentation événement au Théâtre des Muses. Le prince Albert II était présent pour la dernière représentation de Sacha Guitry Intime, un seul en scène interprété par Antea Sogno dans lequel elle joue le rôle de Fernande Choisel, la fidèle secrétaire du fantasque Sacha Guitry. Une histoire intime à la fois drôle et touchante, l'histoire d'une femme qui en a vu passer tant d'autres aux côtés de son patron. Du 18 mars au 1er avril dernier, le studio de tatouage 10e art proposait un tatouage pour la paix et aujourd'hui les fonds récoltés ont été donnés à la Croix-Rouge monégasque. 5 175 €, voici la somme récoltée par le salon 10e art. Pendant 2 semaines, chacun pouvait venir sans rendez-vous se faire tatouer le mot « PIS » pour une somme minimum de 100 €. Initiative lancée pour soutenir les Ukrainiens dans leur résistance face à l'armée russe. Chaque euro a été reversé à la Croix-Rouge monégasque, engagée aux côtés de l'Ukraine depuis le début du conflit. Et puis on reste dans l'esprit caritatif avec cette fois le monde du cirque qui se mobilise. Exactement, Fabien, sous le haut patronage de la princesse Stéphanie et à l'occasion de la journée mondiale du cirque ce samedi, le théâtre Princesse Grace propose plusieurs spectacles de charité entre vendredi 15 et dimanche 17 avril. L'intégralité de la recette de la billetterie sera reversée en faveur des écoles de cirque en Ukraine. Toutes les informations sont à retrouver sur le site tpgmonaco.mc. Merci Yannick. Un retour sur le concert qui s'est déroulé vendredi à l'Auditorium Régnier 3. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, a accueilli une pianiste adulée par les mélomanes, Marina Joao Pires. Reportage de José Sacré. Artiste rare, la pianiste Maria Joao Pires était vendredi 8 avril sur la scène de l'Auditorium Régnier 3 pour interpréter le concerto numéro 9 Jeune homme de Mozart. Maria Joao Pires est une femme chaleureuse, tout entière tournée vers les autres et la vie. Depuis les années 70, elle se consacre à la réflexion sur l'influence de l'art dans la vie, la communauté et l'éducation. On voit la musique disparaître des écoles. Avant, les enfants jouaient toujours, chantaient. C'était essentiel, chanter en chorale à l'école, avoir cette communication à travers la chanson, avoir le partage avec les autres. Et donc lier l'art à la vie, au lieu de faire l'artiste, c'est les artistes, et puis les autres. Et ça, c'est peut-être un faux mouvement qui ne mène à rien. Et les enfants devraient être toujours éduqués avec la présence de l'art qui les éveille et qui les rend plus généreux, plus gentils, plus intelligents et plus capable. Également au programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la symphonie numéro 1 Le Printemps de Schumann et l'ouverture du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn sous la direction de Kazuki Yamada. Sachez que ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec Maria Joao Pires a été donné une nouvelle fois 2 jours après, ce dimanche, au Festival d'Aix-en-Provence. Nous allons parler hygiène de vie et activité physique pour clore cette édition avec un coach sportif que vous avez l'habitude de voir sur Monaco Info. Marina Bordet, bonsoir. Bonsoir Fabien. À l'approche des beaux jours, le grand classique est de commencer un régime pour être au top en maillot de bain sur les plages. Les exercices physiques aussi sont importants, j'imagine. Il n'y a pas que le régime ? Oui, c'est une combinaison des deux. C'est essayer d'avoir une meilleure hygiène de vie pour être en forme, pour être en bonne santé et puis pour se sentir bien dans son maillot pour cet été.
Est-ce que pour les personnes qui ont hiberné cet hiver, autrement dit qui n'ont pas fait de sport et qui se sont laissés aller, est-ce qu'ils peuvent reprendre des activités physiques comme ça d'un seul coup ou il faut y aller crescendo? Alors, ils peuvent reprendre, mais il va falloir y aller, comme vous le dites, progressivement, c'est-à-dire qu'il va falloir démarrer avec des choses qui ne vont pas être trop intenses et plutôt d'essayer d'être bien régulier et progressivement d'augmenter l'intensité pour pouvoir arriver à quelque chose de plus sportif, plus physique. Et quel type d'exercice vous conseillez? La première chose, je dirais, ça va être la marche. C'est l'exercice numéro 1, sauf problème spécifique qui va vous empêcher de faire de la marche. Et dans ces cas-là, vous irez plutôt vers de la natation. Mais vraiment, pour tout un chacun, la première chose, ça va être de marcher. De marcher sur un sol, pas forcément uniquement en ville, aussi un petit peu un sol irrégulier, aussi voir peut-être un petit peu de montée, un petit peu d'escalier, un petit peu de montagne, pour pouvoir commencer à réenclencher la machine, parce que la marche, ça va vous faire travailler le cardio, les muscles de vos jambes, les muscles de vos fesses, vos abdos, et même les muscles des bras. Quelle est la fréquence que vous conseillez? Combien de fois par semaine? Combien de temps les exercices doivent durer? Pour quelqu'un qui reprend, je dirais, ça serait bien de commencer par faire 3 fois 15 minutes par semaine. Et après, progressivement, on peut aller jusqu'à 6 fois par semaine pour quelqu'un qui est entraîné, 6 fois 1 heure pour quelqu'un de vraiment entraîné. Mais de trouver, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir garder dans le temps. Donc, de ne pas forcément se lancer sur 1 heure intensive le lundi, 1 heure intensive le mardi, pareil le vendredi, et puis abandonner au bout de 10 jours ou 15 jours. Ça, c'est un grand classique, oui. Dans quelles conditions faut-il être pour faire des exercices? Est-ce qu'il faut avoir bu avant, manger? C'est plutôt le matin, plutôt le soir, dans la journée? Au niveau de l'horaire, ça va être ce qui vous convient le mieux. Ça peut être le matin pour certains, parce qu'il y a une énergie fraîche le matin. Mais attention, au réveil, il faut faire attention à ne pas aller trop fort. Il faut s'échauffer un petit peu si on est sur quelque chose d'un petit peu intense. Ça peut être en fin de journée. Fin de journée, je dirais attention, pas au-delà de 2 heures avant le coucher, parce que si vous faites quelque chose de physique, si vous courez, si vous soulevez des poids, après vous risquez d'avoir du mal à vous endormir et on perdrait quand même une partie du bénéfice. Au niveau de l'hydratation, ça se gère aussi dans les 24 et 48 heures avant votre séance. Donc ça va être de consommer des aliments qui ont beaucoup d'eau à l'intérieur, des fruits, des légumes, idéalement crus, et que quand vous buvez de l'eau, d'ajouter toujours quelque chose dans votre eau, sinon le corps va l'éliminer tout de suite. Si vous rajoutez un petit peu de citron, un petit peu de menthe, de gingembre ou quelque chose, ça va donner de l'information à l'eau et votre corps va pouvoir s'hydrater. Au niveau de manger, on dit, et c'est vrai, qu'il ne faut pas manger avant de s'entraîner, parce que quand votre corps va digérer, il ne va pas pouvoir s'entraîner, ou quand il va s'entraîner, il ne va pas pouvoir digérer. Conclusion, vous allez être et moins bon, et votre digestion va être moins bonne. Donc à nouveau, c'est contre-productif. Après, il faut avoir quand même prévu de ne pas se retrouver en hypoglycémie, donc soit on a l'habitude, soit on prend quelque chose avant, quelque chose de léger, mais au moins une demi-heure avant si c'est un fruit, 2 heures si c'est un repas plus lourd. Vous enseignez également le yoga, il me semble. Quels sont les bienfaits du yoga? Alors le yoga, on est dans une optique différente. On est toujours dans une activité physique, mais si vous voulez, le sport, on est là pour créer un petit stress, pour pouvoir surcompenser et être plus fort. Le yoga, on va être dans la régénération, c'est-à-dire qu'on va être sans trop pousser. On ne va pas pousser plus que 5-10% dans la séance pour pouvoir au contraire créer une régénération, apprendre à faire plus tout en consommant autant d'oxygène et avoir autant de battements cardiaques. Le yoga est conseillé pour tout le monde ou certaines personnes ne devraient pas en faire? Je dirais que le yoga est conseillé pour tout le monde. Après, dépend du type de yoga, dépend de comment vous le pratiquez. J'imagine que l'équilibre de vie est important aussi. Il n'y a pas simplement que les activités physiques. Qu'est-ce que vous nous conseillez en ce qui concerne l'hygiène de vie de façon générale? Je vais en profiter peut-être pour vous donner des conseils qu'on retrouve plus rarement, parce que si je vous dis de bien dormir, tout ça, tout le monde a déjà entendu. Donc je vais essayer de mettre le point sur respirer par le nez. Observez dans la journée, est-ce que vous respirez par le nez ou est-ce que vous respirez par la bouche? Si vous constatez que vous respirez par la bouche, essayez de vous pousser à respirer par le nez. Une autre chose, ça va être aussi d'essayer d'arrêter les tablettes, les télévisions, les choses comme ça le soir pour reposer vos yeux et mieux dormir. Et aussi parce que vos yeux ont besoin de bouger d'une autre façon que forcément en face. Et puis après, ça va être une chose générale, c'est-à-dire que l'hygiène de vie, ça va être aussi de toute façon vos pensées. Est-ce que vos pensées sont positives? Et si vous voulez, le sport, le yoga, l'alimentation, votre sommeil et votre mental, c'est un petit peu comme un tout. Et en travaillant sur chaque petit point, vous allez arriver à une synergie qui va être fantastique. Écoutez, Marina Bordet, merci pour toutes ces précisions qui étaient vraiment très intéressantes. Je vous remercie, j'étais ravie. Yannick de Beuvert, j'espère que vous avez écouté ces conseils avec attention. Quoi qu'il en soit, vous allez nous présenter la météo.
Évidemment Fabien, comme chacune de vos interviews, je n'en rate pas une miette. En ce qui concerne la météo, le ciel sera couvert pour la journée de mardi avec un léger vent qui pourrait venir souffler à hauteur de 30 km/h. Les températures ne bougeront pas, prévoyez 12 degrés au minimum et 18 au meilleur de la journée. En ce mardi 12 avril, les Jules et autres Julia sont à l'honneur. Eh bien, bonne fête à notre collègue Julia Vial. Les photos du jour avant de clore ce journal sont signées Michael Alesi et sont consacrées au Rolex Monte Carlo Masters qui vient de débuter. À cette occasion, Novak Djokovic et Stan Wawrinka se sont donné rendez-vous sur la place du Casino pour échanger quelques balles sur un mini-cours éphémère. Sachez à ce propos que nous vous proposons un rendez-vous quotidien autour du tennis. L'émission Les Experts avec Frédéric Hélion, Laurent Orsini et Christophe Pacaud. Entre résultats et analyses, le rendez-vous chaque soir à 20h30. Quant à nous, on se retrouve demain 19h. Passez une excellente soirée. Au revoir.